Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Hardy. Corinne, vous avez plusieurs casquettes, plusieurs missions. Vous êtes à la fois responsable des opérations chez Sanofi, mais vous avez également lancé et vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Alliance pour la mixité en entreprise. L'âme, voilà, vous allez nous expliquer. Et puis fraîchement nommée conseillère du commerce extérieur de la France. Tout à fait. C'est la classe quand même, je sais le dire. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Et puis, eh bien aujourd'hui, en fait, nous sommes accueillis au Clés de Juliette, qui est un très joli lieu événementiel dans le 9e arrondissement de Lyon. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est l'ancien hôtel particulier de Juliette Récamier. Donc attention, on faut être au niveau du lieu. On va essayer. Corinne, je suis ravie de vous accueillir pour qu'on parle un peu de tous ces sujets, c'est-à-dire à la fois de votre expérience au sein de Sanofi et de votre expérience professionnelle, mais aussi évidemment du regard que vous pouvez avoir à travers cette mission que vous exercez dans l'âme et où vous êtes vraiment interrogé sur cette place des femmes en entreprise, comment on peut évoluer, les questions de plafond de verre, la réalité. Donc, il y a plein de questions à vous poser. Mais d'abord, la première question de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors, engagée, je crois que c'est un euphémisme. Il me semble aussi. Je suis très engagée. Je pourrais même dire que je suis une activiste. J'aime bien ce mot qui a souvent une connotation négative, mais pour moi, c'est une connotation positive et c'est un peu un synonyme d'être engagée. Pourquoi ça me semble important? Je pense qu'il y a deux volets. Un volet qui est une responsabilité, j'allais dire, humaine, et un autre volet qui est une responsabilité un peu sociétale. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que mettre ses compétences, sa conviction, son engagement au service vraiment de ses valeurs, pour moi, c'est une responsabilité humaine. C'est notre humanité. C'est ce qui fait que on a un art de vivre, on a des performances, on crée de la valeur. Et pour moi, il y a une première responsabilité, j'allais dire plus humaine, qui est de dire, je mets ce que je suis, ce que je sais faire, au service de l'humain au sens large. Et la responsabilité, j'allais dire sociétale, en fait, c'est comment est-ce qu'on s'insère dans la société avec ce que l'on est, avec le bagage que l'on a, c'est bien vivre ensemble. On peut pas vivre tout seul sur une île en se disant je pense ceci. Pour moi, c'est une responsabilité de s'engager et de s'insérer dans la société. Je sais pas si ça vous parle. Bien sûr, voilà. Pour moi, c'est ces deux volets, responsabilité humaine et responsabilité sociétale. Et alors, cet engagement, vous l'avez traduit de mille et une façons parce que vous le traduisez dans votre engagement professionnel très, très, très fortement avec notamment l'Alliance pour la mixité en entreprise. Oui, et pour moi, alors, c'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est ce que je fais chez Sanofi qui me permet, j'espère, d'être performante au sein de l'âme parce qu'on apporte des choses intéressantes. C'est parce que j'ai un engagement associatif que je pense que j'apporte à mon entreprise. C'est parce que je travaille à l'étranger et que j'adore l'international que je pense que je vais être utile en tant que conseillère du commerce extérieur. Et c'est mon expérience de commerce extérieur que je vais pouvoir aussi apporter au sein de mes autres activités. Et donc, en fait, j'ai besoin de me nourrir de différents horizons. J'ai besoin de me nourrir, de prendre une idée dans un univers et de voir ce que ça pourrait donner dans un autre. Mais alors, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Comment vous faites pour est-ce qu'on arrive à intégrer tout ça dans une vie qui ne fait que 24 heures alors, par jour? Il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que c'est un levier de performance, justement. D'accord. Parce que on apprend finalement à aller plus vite à l'essentiel. Le fait aussi d'avoir un réseau nous permet, j'allais dire, de plus facilement accéder à l'information dont on a besoin pour quelque chose. Et donc, finalement, on apprend à se nourrir d'une expérience pour aller plus vite sur une autre. Et puis ensuite, je pense que effectivement, au fil du temps, il y a une notion, j'allais dire, d'efficacité qui s'est développée. C'est vrai que les journées sont un petit peu longues, mais je les vois pas passer. D'accord. Et puis il y a une question d'organisation, c'est-à-dire que je pense que ça vient aussi peut-être avec le temps, l'expérience, aller à l'essentiel, optimiser, prioriser.
Voilà. Et puis, je pense que comme beaucoup de personnes, ma petite botte secrète, qui n'est pas si secrète que ça, c'est la to-do list, quoi. Oui. C'est vrai que, voilà, c'est de se dire, OK, là, j'ai peut-être pas besoin d'y passer du temps tout de suite, ou là, il faut que j'y passe plus de temps. Ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est que l'engagement nourrit les compétences. Ah oui, ah D'accord. oui, oui, oui. L'engagement nourrit les compétences. Je vais prendre un seul exemple. Dans ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu l'habitude de travailler à l'international, de faire des présentations, mais jamais au niveau de l'âme, où en fait prendre la parole en duplex devant un ministre, devant des centaines de personnes, Ah oui, c'est un autre pas type de rien. discours. Oui. C'est pas quelque chose que j'avais appris dans ma vie professionnelle, mais par contre dans ma vie professionnelle, j'avais appris à faire des présentations, à les synthétiser, etc. Donc c'est prendre l'expérience De du là. professionnel, le transvaser, enfin, je sais pas, joli terme, mais l'appliquer, en fait, dans le monde de l'âme, peut-être encore plus le faire grandir dans le monde de l'âme et finalement le remettre en application dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de grandir, d'apprendre toujours et puis, justement, de faire bénéficier les différents univers de ce qu'on apprend dans un autre univers. Alors, on va parler un petit peu de l'âme, justement, donc l'Alliance pour la mixité en entreprise. Euh, Cette question qui nous anime au Café des Lyonnes, c'est cette question de la place des femmes dans le débat public. Vous avez beaucoup investigué cette notion de la place des femmes dans les grandes entreprises. Moi, j'avoue mon ignorance sur le sujet, parce que moi, je considérais avant qu'on se rencontre, Corinne, qu'il n'y avait pas forcément de sujet de place des femmes dans les grandes entreprises, parce que je partais du principe d'ailleurs que plus les entreprises étaient importantes, plus elles étaient sans doute performantes à la pointe de l'innovation dans un certain nombre de sujets. Et j'imaginais que ce sujet était traité. Et puis on en a discuté avant de préparer cette émission. Et vous m'avez dit, ah bah, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est pas si simple, mais en tout cas, il y a un vrai sujet et il y a une vraie notion de plafond de verre dans les grandes entreprises encore aujourd'hui. C'est une réalité? Oui, c'est une réalité que je nuancerais un petit peu. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, je dirais que c'est excessivement variable. Et d'ailleurs, ça a été mesuré, c'est mesuré chaque année en fait, puisque heureusement on a des indicateurs et on voit qu'il y a une très grande variabilité au sein des grandes entreprises. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises qui sont exemplaires, il y a des grandes entreprises qui ont vraiment développé la place des femmes, non seulement dans les directions, mais dans l'ensemble de l'entreprise. Donc oui, ça a beaucoup progressé et il y a des entreprises exemplaires. D'accord. Il y en a d'autres dans lesquelles il y a encore du travail à faire, on va dire. Et donc, ce qui est particulièrement frappant, c'est cette variabilité qui est très bien montrée chaque année dans une étude qui est faite par l'école de commerce qui s'appelle AXEMA, où vraiment ils ont démontré et démontrent année après année que le pourcentage de femmes dans les instances de direction n'est pas du tout corrélé au pourcentage de femmes dans le management en général. Donc, ça dépend vraiment de la volonté du dirigeant, le plus souvent, quelquefois de la dirigeante, mais ça, c'est encore fait, de mettre en place, ça dépend vraiment, il y a des sociétés qui sont en avance, il y en a d'autres qui sont en retard. D'où l'importance de la loi, puisque la loi, en fait, elle fixe un cap, elle fixe un horizon. La loi n'est pas utile pour les sociétés qui ont déjà fait le job. La loi, elle est là pour, j'allais dire, remettre à niveau ceux qui sont peut-être encore un petit peu en retard. Mais très sincèrement, si on regarde les chiffres, il y a environ 30% de femmes dans les CODIR des SBF 120. Mais il y a que qu'est-ce que c'est le Pardon, SBF 120? excusez-moi, c'est les 120 plus grandes entreprises françaises. Voilà. Donc, il y a 30% de femmes dans les CODIR, un peu moins de 30%. Je pense qu'on doit être j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais mettons 25% à peu près de femmes dans dans le CODIR des SBF 120, donc des 120 plus grandes entreprises. Mais il y en a que 10% qui ont un poste vraiment opérationnel. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont à la communication, à la RH, à la finance, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en charge d'une business unit, de la R&D ou de l'industriel. Donc ça veut dire que si on fait le ratio en fait sur ces 25% multiplié par 10%, ça veut dire qu'on a à peu près 3% de femmes qui sont à la manœuvre, j'allais dire, en charge d'un PNL, donc en charge d'un business, de fonction business,
dans les 120 plus grandes entreprises françaises. Donc on est très loin du compte. On est encore très loin du compte et encore avec une très grande variabilité. Et alors, vous pensez qu'elle manque quoi des femmes pour réussir? Parce que finalement, pourquoi il y a si peu de femmes présentes? Est-ce que c'est de leur responsabilité? Ça peut pas être que de la responsabilité de l'entreprise. Est-ce que peut-être elles ont un comportement, elles sont moins offensives, elles réussissent moins les femmes? C'est une question très intéressante. Est-ce que les femmes réussissent moins? Quand j'ai vu, quand tu m'as amené sur cette question, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Je pense qu'il faudrait la poser dans l'absolu, mais également à chance égale. C'est-à-dire que je pense qu'une femme, lorsqu'elle est, elle a les compétences, elle a confiance en elle, elle a l'environnement, une femme réussit aussi bien qu'un homme. Et on voit plein de bons exemples, justement. On a de plus en plus de rôles modèles dans nos entreprises. Après, il y a des femmes qui ont des compétences, l'envie de réussir, qui ont tout ce qu'il faut, elles veulent y aller, mais l'environnement leur empêche. C'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Ensuite, il y a des femmes qui ont sans doute les compétences, elles ont peut-être un peu l'envie de réussir, mais elles n'ont pas les bons codes, etc. Et il y a des femmes qui s'en donnent pas les moyens, qui voudraient réussir, mais qui finalement ne s'en donnent pas les moyens. Donc, en fait, je pense que la question est intéressante. Je suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse. Et par rapport au monde de l'entreprise, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a quand même l'héritage du passé, donc les choses s'améliorent, mais lentement. Maintenant, on a quand même énormément de femmes diplômées. Malheureusement, ça stagne dans les écoles d'ingénieurs, mais enfin, on a quand même de plus en plus de femmes qui sont en capacité de prendre des responsabilités. Après, je pense que pour moi, il y a deux sujets clés. Il y a la gouvernance de l'entreprise. Comment est-ce qu'on prend les décisions au sein des entreprises? Et pour moi, l'égalité en entreprise, c'est avant tout une question de gouvernance. Comment est-ce qu'on choisit ses candidats pour être patron ou patronne de filiale? Comment est-ce qu'on prend les décisions business? Et puis, il y a une question, j'allais dire, de culture d'entreprise et de tolérance vis-à-vis de comportements stéréotypés qui empêchent les femmes de prendre complètement leur place. Est-ce que dans une réunion, chacun peut s'exprimer correctement, par exemple, ou est-ce que la parole est plutôt donnée à certaines personnes qui ont plus un type de comportement se mettre en avant, que l'on peut peut-être plus retrouver chez eux, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire, un, sur la gouvernance, et deux, sur la tolérance aux barrières et aux stéréotypes. Et alors, ce que tu disais tout à l'heure, si j'entends un petit peu ton discours, pour toi, ça passe par la loi, donc tu es plutôt favorable à la question des quotas, parce que c'est une vraie question, la question des quotas. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, mais c'est quand même malheureux d'être obligé de passer par des quotas, et finalement, on est là parce qu'on est des femmes et pas parce qu'on est compétentes. Alors, je suis à 100% pour les quotas, que j'appellerais plutôt des objectifs chiffrés. D'accord. Et pourquoi je les appellerais plutôt des objectifs chiffrés? Déjà, on peut avoir une approche philosophique, mais on peut avoir une approche concrète. C'est ce qui marche. Voilà, faut être pragmatique, c'est ce qui marche. Sans loi, sans quota, objectif, on y est encore dans 150 ans. On y est encore dans 150 ans. Donc déjà, ayant une approche pragmatique. Ensuite, j'avais deux commentaires par rapport à ces quotas ou objectifs chiffrés. Le premier, c'est il y a un problème dans les entreprises si les femmes ne sont pas correctement représentées. Si on a un problème dans une entreprise, comment est-ce qu'on agit? Si j'ai un problème de rebut je suis fabricant de ces belles tasses de l'équipe des Lyonnes, par exemple, et j'observe qu'il y en a 20% qui partent à la poubelle au bout de ma chaîne de production parce qu'elles sont pas conformes. Si j'ai un problème dans mon entreprise, je vais dire, OK, c'est quoi le constat? Je vais le mesurer et je vais dire, OK, dans 2 ans, ou dans 6 mois ou dans 2 semaines, peu importe, je veux que 98% de mes tasses sortent correctement. Donc, il faut le traiter comme un vrai sujet business. C'est-à-dire, si c'est un vrai sujet business, on le mesure, on fixe des objectifs et on met en place des mesures pour atteindre ces objectifs. C'est le mode de fonctionnement le plus rationnel et le plus efficace. Si j'aurais un petit commentaire, c'est-à-dire qu'on parle souvent, oui, mais les femmes, elles vont être nommées simplement parce que c'est des femmes, elles vont pas être compétentes, ça va détruire le fonctionnement de l'entreprise, etc. OK, on parle de quotas de 20%, 30%. Bon, on oublie peut-être un petit peu que ça fait quand même quelques centaines d'années, on va dire, qu'on a un quota à 100%.
hein. Donc, jusqu'à présent, on peut dire que les hommes étaient nommés parce qu'ils étaient des hommes. Donc, où est Oui, le on peut problème? l'inverser. Oui, oui, c'est Hein? vrai. On passe de 0 à 20%. C'est un bon Est-ce que argument. c'est un si grand problème que ça? Parce qu'auparavant, il y avait des quotas. Ça ne va pas tout bouleverser. Voilà. Alors, ok, très bien. Corinne, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi plus grande? Alors, quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je voulais D'accord, faire précisément, mais je savais que je voulais, j'étais passionnée par le vivant, comprendre. En d'accord. fait, à la base, je suis une scientifique, j'ai fait des études de biologie Ouais. et au départ, je voulais vraiment comprendre pourquoi les insectes avaient six pattes, pourquoi le ciel Ah ouais, était ok. bleu, Ça te etc. passionnait. Voilà. Avec ton microscope, t'analysais ta loupe, Exactement, ton... C'est exactement. vrai? Un cadeau de Noël microscope, j'ai bien aimé. Et en fait, j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé ce qu'on apprenait. Et puis après, je me suis dit, ah bah, j'ai trouvé, je vais être chercheuse en biologie. Je vais être dans un labo et je vais faire de la recherche en biologie. Et t'avais trouvé toute seule ou dans ton environnement, il y avait déjà des gens qui pouvaient un petit peu t'orienter? Non, il n'y avait pas, non, j'avais pas dans mon D'accord, environnement. c'est Par contre, vraiment mon papa est ingénieur, donc je pense que son esprit scientifique m'a quand même aussi guidée. guidée. D'accord. Et puis voilà. Puis après, j'allais dire, c'est la dernière fois où je me suis dit que j'allais avoir un objectif de carrière, Ouais. parce qu'après, tout s'est enchaîné en fonction des opportunités. Et finalement, je n'ai jamais été chercheuse en biologie. Ok. Mais ce bout de chemin que j'ai commencé à faire m'a ouvert, m'a amené à des bifurcations. Et en fait, je pense que autant c'est important de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ses valeurs, autant les plans de carrière, j'y crois pas trop. Je crois Ça se plus. déroule jamais comme on l'avait prévu. Alors peut-être pour certaines personnes, Ouais. en tout cas pour moi, ça n'a jamais marché. Et chaque fois que je me suis dit ah bah dans 3 ans je serai là, et ben non, j'étais pas là 3 ans après. Alors, tu as fait quoi comme étude? Alors, j'ai biologie. Ouais. Donc, j'ai fait 3 formations en parallèle en biologie cellulaire, en biochimie, en immunologie. Et ensuite, j'ai fait le MBA de l'UM Lyon. Donc, D'accord. ça, voilà, quelque temps, ça s'appelait le CESMA, en fait, dans D'accord. le monde d'avant. Et du coup, ça m'a permis de connaître enfin, le monde de l'entreprise Oui, d'avoir un éclairage orienté business business. sur un parcours qui était scientifique. Voilà. Et le fait d'avoir une double formation, j'ai vraiment adoré parce que une base scientifique et ensuite effectivement, ok, mais qu'est-ce que je fais de ce bagage-là? Mm. Je suis passionnée par le monde de l'entreprise parce que pour moi, l'entreprise, c'est la création de valeur, la valeur ajoutée. Et c'est on discute souvent de distribution de valeur, mais avant de la distribuer, la valeur, faut la Il faut la créer. créer. Ouais, ouais, tout à fait. Et je suis passionnée par l'innovation et comment, et c'est ce que je fais dans mon métier, c'est comment, puisque je travaille dans le département qui optimise la prise de décision business Ouais, du groupe Sanofi. ouais. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions business pour que la société, pour que notre entreprise soit performante. Oui, alors avec d'ailleurs une notion très prospective en fait du risque, de l'évolution, de la façon dont les choses vont évoluer. Oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'on prépare l'avenir? Ouais. De quelles données on a besoin? Comment est-ce qu'il faut les structurer? Quel type de décision? Quel business model il faut avoir? Et je trouve ces questions passionnantes parce que Et ça veut c'est dire que ça nécessite quand même dans ta progression de carrière, de te remobiliser sur des sujets, de prendre des risques et d'aller, j'imagine, dans des terrains dans lesquels tu n'étais pas, avec lesquels tu n'étais pas familière au départ. oui, oui, oui. Euh, donc ça veut dire qu'il faut prendre des risques dans sa carrière. Ah, Il faut sans arrêt. changer. Ouais, d'accord. Et tu te dis pas à un moment donné, ça, je sais pas faire, donc j'y vais pas. Je vais apprendre. Bah, c'est presque le contraire. Alors, je sais pas D'accord. si c'est du masochisme. Voilà. Mais en fait, un jour, voilà, quelque temps, quand j'ai refait mon CV, j'ai réalisé que j'ai changé de job tous les 4 ans. D'accord. Euh, Toujours dans l'optimisation de l'efficacité de l'entreprise, mais j'aime bien défricher, j'aime bien apprendre et j'aime bien euh, enfin je suis plus une créatrice, mettre en place des choses. J'ai dû monter
10 départements dans ma vie, D'accord. c'est créer quelque chose et transformer qui m'intéresse en fait. Ah ouais, Et donc forcément, euh, ben je suis quelquefois à la limite de mes compétences et de mon savoir, surtout en étant sur un poste hyper transversal, d'accord. global, avec plein de métiers différents. Ben, quelquefois, je comprends pas tout ce qui se dit parce que il y a des experts, il y a des spécialistes du domaine. Mais justement, c'est d'arriver, j'allais dire, à comprendre ce dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite l'analyser et voir comment est-ce qu'on optimise tout ça. Et Et donc, alors, ça veut dire que tu n'as jamais des situations où tu te sens mal à l'aise parce que tu ne sais pas de quoi on parle? Tu réagis, comment on réagit par rapport à ça? bah, je pense que ce qu'il faut, c'est déterminer le niveau de connaissance qu'on a à avoir. Ouais, Là, par exemple, je travaille sur 10 métiers différents. Il y a des experts qui ont passé 15 ans sur chacun des métiers. Je ne peux pas prétendre arriver à un degré de connaissance, bien sûr, qu'ils ou elles ont. Par contre, il faut que je sois claire sur à quel niveau de profondeur de leur métier j'ai besoin d'aller. Qu'est-ce que d'accord. j'ai besoin de connaître pour justement faire mon métier qui est plus global et transversal? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les autres m'expliquent en fait ce qu'ils font. Ouais, Euh, je, je peux les challenger, discuter, et ok, j'ai ce qu'il me faut au niveau de connaissances pour faire ce que je fais. Et puis après, bah non, je sais pas, désolé, mais je vais me renseigner, quoi. Voilà. Et donc en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, et en tout cas moi qui me fait progresser, c'est finalement de travailler dans un univers où je comprends pas tout, mais où justement je dois faire marcher mes neurones pour arriver à optimiser ce fonctionnement, parce que ce fonctionnement, bien sûr qu'il peut être optimisé par les personnes qui sont les experts, mais, mais quand on est trop dans son domaine, on peut avoir également du mal à à voir prendre le tout. recul, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, quel conseil, toi, tu donnerais aux femmes qui nous écoutent et qui aspirent, ou, je sais pas, à embrasser des carrières scientifiques, mais qui se disent, oh là là, ça va être peut-être trop technique, ou au contraire, j'ai pas envie, moi, d'avoir une carrière très technique, j'ai envie d'avoir du recul, ou qui ont des projets et qui n'osent pas les porter, y compris au sein de leurs entreprises, et qui se disent chaque semaine au codir, j'aimerais bien parler, mais finalement, j'ose pas. Ah, alors, je pense que c'est un vaste sujet. Le premier conseil, mais je trouve que c'est le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut. Ouais, Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Et justement, pour savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on n'aime pas, c'est avant tout de tester, d'essayer, et ok. puis de se dire que euh, une carrière professionnelle, c'est long. Je pense qu'en plus, de plus en plus, et c'est une excellente chose, on ne fait pas forcément toute son expérience professionnelle dans les mêmes Hmm. domaines. Donc, on a le droit de se tromper. On a le droit de prendre un chemin pendant 4 ans et puis de bifurquer vers un autre. Je pense que le plus important, c'est le socle, la base. Est-ce qu'on est plutôt attiré par le management? Est-ce qu'on est plutôt attiré par une forte composante technique, etc. C'est plus de travailler sur ces bases et puis après, j'allais dire de se laisser un peu porter par les opportunités. Et puis, ben, on peut commencer dans une voie, ça plaît pas, on va ailleurs. Donc, je, voilà, C'est possible. je Aujourd'hui, pense, c'est possible de faire ce genre de choses. oui, oui, c'est possible et c'est même souhaitable. Hmm. Et du coup, de pas avoir d'hésitation et d'avoir le courage de se dire bah finalement non là ça me convient pas, je vais aller ailleurs. Et mais par contre une fois que je sais que je vais aller là, et ben de vraiment prendre sa place. Et alors, Corinne, dernière question de l'émission. Si toi, tu avais une baguette magique, tu ferais quoi pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public? Ah, il faudrait plusieurs baguettes magiques. On peut en avoir plusieurs, euh, hein. On fait un livre blanc chaque année. On a de la place. pour que les femmes s'impliquent plus dans le débat public, pour moi il y a alors, ça dépend ce qu'on appelle le débat public, mais Au sens large. alors si c'est au sens large, pour que les femmes aient une meilleure Hmm. place dans la société, ben, j'y reviens un petit peu, c'est-à-dire que on est en France, rien ne se passe sans la loi, on a des questions de gouvernance et de poser un cadre. Alors, poser un cadre quel qu'il soit, mais de poser un cadre
pour progresser. Mais le cadre, il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin encore? Dans certains cas, oui, il faut qu'à mon avis qu'il aille plus loin. D'accord. Par exemple, si on fait référence à la loi Rixin, qui va permettre d'aller plus loin dans les entreprises privées, c'est très bien. Il n'existe pas la même chose pour le public. C'est-à-dire que le législateur a été très fort pour imposer aux autres ce qui ne s'impose pas à soi-même. Oui. Donc, par exemple, toutes les femmes qui travaillent dans le secteur public ne bénéficient pas, et le secteur public ne bénéficie pas justement de ce qui a été mis en place dans le secteur privé. C'est juste un exemple. Et la deuxième chose, ma deuxième baguette magique, ce serait vis-à-vis non seulement des femmes mais des hommes. Ce serait, c'est un peu une vigilance au quotidien, parce que je pense que le fait qu'il n'y en ait pas une égalité, c'est le fruit de notre culture, c'est le fruit de la manière dont on vit ensemble. Et je reviens à cette notion de vivre ensemble. Et c'est nourri de par notre éducation, de par notre enfance, de par l'environnement professionnel. Et donc, c'est le fait que ensemble, femmes et hommes, on soit plus vigilants. Je voudrais juste citer une association que je trouve formidable, qui s'appelle Jamais sans elle. Et c'est un collectif d'hommes et de femmes. Il y a des chartes et des engagements disant, moi, je m'engage en tant qu'homme à ne pas aller à une conférence s'il n'y a que des hommes sur scène. Donc, c'est ce type de, j'allais dire, d'action très pragmatique, ne rien laisser passer presque, ne rien laisser passer, mais savoir le faire intelligemment, sans brutalité, mais dire non, quoi. Non, là, c'est pas acceptable d'avoir des propos sexistes, c'est pas acceptable que j'aille à une conférence, il y a que des hommes, etc. Et c'est un changement de comportement un petit peu au quotidien. Très bien. Corinne, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce café des Lyonnes avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Au revoir, Corinne. Au revoir Alexandra.